En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Il faudrait peut-être que j'arrête de me prendre pour un slam. Bienvenue dans Moodstock, le podcast qui parle de tout et qui parle de vous, l'invité du jour, Oubala. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Tu t'es réveillé tard ce matin? Un petit peu, hein. Parce que j'ai beaucoup écrit hier soir en fait. Ça arrive au meilleur, hein. Ouais. Et en tout cas, content de t'avoir avec nous pour parler un peu de, je l'appelle une discipline qui n'est pas assez en vue selon moi, selon nous, selon Mood. Et on va un peu parcourir ce monde du slam avec toi et découvrir un peu tous les procédés qui existent derrière ce produit qui est tellement magnifique des fois. Nom, prénom, nom de scène, tu t'appelles Oubala. Oubala, donc ouais, O-B-A-L-A, qui provient à la base de mon vrai nom de famille, qui est Oubala, qui s'écrit différemment, donc avec un orthographe un peu plus compliqué. Mais mon prénom c'est Reda à la base, Reda Oubala. Et je me suis fait connaître dans le monde de l'écriture à la base, avec ce nom et prénom. Quand j'ai pénétré le monde du slam, j'avais besoin d'un nom de scène. Et je voulais pas être très loin de mon vrai nom. Garder un peu l'identité. Voilà, exactement. Je voulais pas avoir d'acronyme non plus. Donc je suis resté juste sur un pseudonyme qui rappelait mon vrai nom de famille. Donc, et voilà. le nom reflète un peu aussi des origines étrangères et c'est un beau mélange quand je vois un peu la provenance, un peu les origines. Ouais. C'est quoi un peu ce mélange? Raconte-nous. Alors je suis libanais d'origine, espagnol. Donc je suis principalement d'origine libanaise. Et d'où le nom de famille Oubala, qui d'ailleurs se dit en arabe Habballah, donc ça veut dire amour de Dieu. En gros, ouais. Voilà pour la petite anecdote. Et je suis né en Côte d'Ivoire. Ok. Donc j'ai pas mal bougé quand même, mais donc en gros voilà. C'est un chemin assez atypique, tous ces pays, tous ces mélanges. Et naturellement, qui dit mélange, qui dit plusieurs pays, dit plusieurs cultures. Et la multiculture, ça joue un peu sur les inspirations dans le monde artistique, je suppose. Ouais, énormément. Moi, ça m'a énormément aidé. Parce que de là, d'être multiculturel, je suis quelqu'un qui aime bien m'ouvrir à la découverte. Ouais. Donc, ça veut dire que j'ai quand même pas mal voyagé aussi. J'ai vécu dans pas mal de pays, en Côte d'Ivoire, en Espagne, au Congo, au Qatar. Et j'ai pas mal voyagé. Moi, j'aime bien dire que je suis un citoyen du monde. Et comme disait Serge Reggiani, mon pays, c'est la vie. Donc, je suis quelqu'un qui est assez ouvert à la vie elle-même. Donc, j'aime bien découvrir des cultures. Et pour moi, c'est une richesse. Ça enrichit mes textes, mais ça enrichit la personne que je suis aussi parce que ça nous invite à l'humilité, à la réflexion du fait qu'on n'est pas aujourd'hui le centre de tout. Voilà, on fait partie d'un tout. Se nourrir du monde pour être ce citoyen du monde. Voilà, je pense que c'est super important. Et avant de poursuivre, un petit one-to-one comme on le fait dans notre Moodstock, c'est une petite série de questions avec 2 choix de réponse rapides. Poésie ou slam? Poésie ou slam? J'aurais dit les deux parce que c'est très lié pour moi, mais je dirais poésie. Grand corps malade ou Gaël Faye? Encore malade. Écrire sobre ou écrire ivre? S'enivrer de l'écriture. Bien. Scène tropicale mauricienne ou scène internationale? Scène internationale. Faut être honnête. Exactement. Ben oui, il n'y a pas de mal. On parle un peu du parcours de Oubala et ce qui t'a amené au slam. Tu m'as dit que c'était l'écriture au début. Et qu'est-ce qui a fait ce petit déclic que tu bouges un peu vers ce processus de raconter un peu, parce que le slam c'est aussi de raconter. Donc comment on arrive au slam? Alors, à la base, moi, j'ai commencé l'écriture à travers la poésie. Et pour moi, les slameurs d'aujourd'hui sont les poètes d'hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, Baudelaire, s'il était de ce monde, il serait slameur. Donc c'est une évolution, parce qu'aujourd'hui, la technologie nous aide à transmettre des messages, mais les gens aiment de moins en moins lire. Donc ils aiment ce qui va de plus en plus vite, j'ai envie de dire. On est dans un monde où on a des messages à faire passer, et l'artiste n'est rien sans son public. Par rapport à là, à la rencontre de ce public, il faut lui emmener un outil, un support adapté à
son environnement. Exactement, s'adapter à la culture de la consommation des contenus. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, un livre a beaucoup moins de ventes et de succès de vente qu'un livre il y a, j'ai envie de dire, 50 ans. Ça, c'est une évidence. Donc, et je trouve que ça sonne super bien le slam parce que c'est de la poésie racontée, donc on peut mettre l'émotion quelque part qu'on aurait aimé que le lecteur découvre quand lui il lit. Donc ça veut dire que là on l'invite carrément à pénétrer nos mots avec notre ambiance sur chacun des mots. Donc c'est carrément, c'était obligatoire que je m'oriente vers le slam à un moment donné, quoi. Donc, voyage, vie autour du monde, tu as cité Congo, Qatar, Espagne, Maurice. D'ailleurs, Maurice, comment t'es arrivé à Maurice? Bah écoute, à la base, j'aurais envie de dire par avion, mais non. En fait, je suis arrivé à Maurice pour les vacances. Ouais. Et j'ai adoré. C'est-à-dire que je suis arrivé le 5 octobre pour les vacances et le lendemain matin, je me suis retrouvé en train d'écrire. Bien. Donc directement, j'ai eu cette alchimie avec Maurice qui m'a tout de suite inspiré. J'ai démarré l'écriture le lendemain de mon arrivée. À la base, j'étais là pour les vacances et ça m'a vraiment... ça m'a donné les premières lignes de mon nouveau livre, qui est mon 5e livre d'ailleurs, qui va bientôt paraître, qui s'appelle « On en reparle sur ton lit de mort », qui est une invite aujourd'hui à l'homme sur la consommation du temps, sur l'importance du temps au niveau de la gestion de sa vie. Et donc ça m'a tout de suite inspiré, je me suis senti bien et j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de souffler. Et c'est là qu'il y a eu cette grande introspection en moi. Je me suis dit, ce pays, cette île, elle me va bien, j'ai envie de dire. Elle va bien à ma plume. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai revendu mes compagnies 15 jours plus tard en repartant. J'ai tout largué et je suis rentré m'installer en décembre. Donc depuis décembre, j'habite maintenant à l'île Maurice, officiellement. Et justement, ce que j'allais te demander après cette première question, c'était, ce sont ces endroits qui constituent tes sources d'inspiration et c'est justement le cas. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu, admettons, disons le Congo, le Qatar, l'Espagne, dans ces 3 pays, quels ont été un peu ces petits facteurs qui ont déclenché l'inspiration chez toi? Très bien. C'est une très bonne question parce que mon premier livre s'appelle Zénith et Nadir d'une vie. Donc ce livre-là, il a été écrit au Congo, Brazzaville. Suite à cette époque-là, j'écrivais déjà toujours en parallèle, mais rien de sérieux. Et je passais par une étape assez spéciale professionnellement. Et je me suis libéré à travers l'écriture. Et j'ai commencé à en faire un réflexe. Donc quelque part, si tu veux, le titre parle de lui-même, Zénith et Nadir, de la vie, d'une vie, ce qui veut dire le plus haut et le plus bas point de la vie d'un homme. Et si tu veux, c'est toujours à travers mon vécu que j'écris, que ce soit mes slams ou mes bouquins, je n'écris qu'à travers un vécu. Et à ce moment-là, si tu veux, chaque livre a son histoire, qui raconte un peu mon histoire, mais je n'en fais pas un journal intime. J'invite toujours l'homme à comprendre que nos vies ont beau paraître très différentes. Je pense qu'on a beaucoup de points communs. On a énormément de vécus similaires, mais on ne s'en rend pas compte. On a tous eu des hauts et des bas, des tromperies, on a tous aimé, on a tous perdu un amour. Donc il y a toujours des choses qui nous relient. Voilà pourquoi quand j'écris, je parle souvent de mon vécu, mais je ne m'approprie pas le texte. Je laisse à l'auteur, au lecteur, la porte qui lui permet de pénétrer dans ce monde dans lequel il peut se retrouver lui également. Donc chacun de ces livres, pour revenir à ta question, chacun de ces livres aujourd'hui marque des périodes précises de ma vie, mais dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Voilà. Ça fait qu'on soit tous passés par les mêmes boulevards, mais à différents moments. C'est exactement ça, c'est une synthèse de ce que je viens de dire exactement. On a parlé de tes inspirations, on parle de la poésie, de l'écriture, du slam, naturellement, il y a le côté musical. Est-ce que Obala est aussi musicien? Je joue du piano. Mais je pense pas que j'ai un niveau de piano assez élevé pour composer. Du coup, je suis avec un ami et un frère qui s'appelle Emmanuel Léopold, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Mais en tout cas, j'ai un pianiste qui m'aide à composer les titres de mon album, qui m'a aidé à composer. Et je suppose que le fait d'avoir un minimum de formation musicale aide à comprendre, à ramener une compréhension dans le produit fini que tu veux, dans tes slams. Et en passant, chers auditeurs, si vous entendez des petits bruits de fond, c'est un chantier qui se trouve à côté de là où on enregistre.
Mais ne vous en faites pas. Voilà, c'est un klaxon. Participe. Ouais, il participe au podcast, c'est génial. On salue d'ailleurs tous les ouvriers qui sont à pied d'œuvre en ce moment. Donc, je disais, la musique apporte énormément à Teslam et le fait d'avoir cette formation donc, aide à avoir une meilleure idée du produit fini que tu veux, même si tu travailles avec d'autres musiciens. Et ça contribue énormément. Moi j'aime bien dire que je suis autodidacte quand même, j'apprends sur le tas, donc j'ai pas de formation musicale en tant que telle. Ouais. Ma formation musicale est liée au musical, c'est un grand mot, mais ma formation qui permet de marier les mots et d'avoir une sonorité assez régulière au niveau des temps, Ouais. baserait plutôt par rapport à la poésie. C'est-à-dire que moi, le fait qu'aujourd'hui la sonorité du texte ne dépasse pas au niveau des temps, c'est plutôt la poésie et le nombre de pieds, comme on dit en poésie, Ouais. qui m'aident à réguler mon texte. Mais pour tout ce qui touche au côté musical, j'ai vraiment dû apprendre sur le tas. Donc ça veut dire qu'entre mon premier slam, enfin le premier enregistrement du slam et la fin du produit fini, j'ai eu à découvrir un petit peu et à comprendre ce monde-là, mais vraiment sur le tas. D'où le mot autodidacte que je t'ai cité au départ. Et quand on apprend quelque chose par nous, des fois, c'est un peu, ça nous permet de mieux explorer et de comprendre. On ne va pas nier l'apport d'une vraie formation, mais ça permet quand même de mieux explorer, comme je le dis, et de mieux comprendre, parce que tu fouilles vraiment dans cet univers pour mieux cerner, du coup. On va parler un peu de poèmes, de l'album. Déjà très joli, je ne veux pas le diminuer, mais je l'appelle un peu le jeu de mots sur le mot po et le mot M. Comment c'est venu, ça vient d'où, comment c'est né? En fait, c'est le nom de l'album exactement, Poème, donc po comme la poème, comme l'amour, donc. Mais je dois tout à la poésie. Au niveau de l'écriture, c'est quelque chose qui m'a bercé. Donc je me suis dit, en tant que premier album, c'est une façon de rendre hommage à la poésie elle-même, d'où le mot poème. Ouais. Et un peu de subtilité quand même n'aurait pas fait de mal, d'où le jeu de mots. Donc c'est né de là. Pareil pour moi. Ouais. D'où mon petit essai du début, mais ça nécessite un peu de travail. On va parler aussi, pour l'écriture, pour un musicien, pour un peintre, des lieux d'inspiration. On a parlé un peu des pays. Mais toi, maintenant que tu es à Maurice, est-ce que tu as des lieux d'écriture favoris? Moi, j'aime bien écrire dans le calme. Ça veut dire que moi, je n'aimerais pas écrire dans une situation où je suis dérangé, même par un téléphone, par la télé. Non, Ouais. J'aime bien écrire dans le calme. Ouais. J'aime bien écrire tard la nuit, d'où mon petit retard de ce matin. Voilà, On comprend. j'adore écrire tard le soir, jusqu'à pas d'heure. Je pense que je peux même plus compter le nombre de fois où j'ai vu le jour se lever. Ouais. En écrivant. C'est quelque chose qui me berce beaucoup. Ouais. Donc je pense que je ne parlerai pas de lieu, mais je parlerai de moments. De moments. La nuit plutôt. Seul. Là où rôdent les esprits et les inspirations qui viennent. Ouais, peut-être. Rida Obala, tu nous as aussi dit que tu étais parolier pour des artistes. Parle-nous un peu de ça, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent un peu cet aspect-là. Expose un peu le fait d'être parolier. Parolier, en fait, c'est se glisser dans la peau d'un autre et d'écrire un texte que lui aimerait aujourd'hui pouvoir faire et auquel il me fait appel pour que je puisse lui composer un texte. Ouais. J'ai la chance d'écrire pour un chanteur assez connu qui m'a vu grandir, qui m'avait grandir, avec lequel on a eu à grandir dans notre communauté, qui s'appelle Fadi Bazi, qui est un chanteur assez connu et pour lequel je suis en train de composer des chansons. D'ailleurs, son dernier album contiendra des textes que j'ai eu à écrire. J'ai écrit également pour un ami reggaeman qui est en train de se faire connaître de plus en plus dans le monde du reggae, qui s'appelle The Humble Lion. Donc c'est Lion humble. Voilà, et en plus il est super humble. Et là, j'ai été contacté récemment après la sortie de mon album par quelques artistes, dont un Mauricien. Je ne sais pas si je peux donner le nom, peut-être pas, je sais pas, en fait, c'est pas très intéressant. Justement, pourquoi pas? Je préfère ne pas donner le nom. On respecte. Et j'ai été aussi contacté par une personne en Espagne qui fait de la chanson espagnole mais qui parle français et qui aimerait bien faire un petit mélange entre
Donc, encore une fois, les mélanges. voilà, Ouais, exactement. Donc, voilà, parolier, je pense que c'est juste proposer ces textes à un artiste qui aimerait bien les interpréter. Et moi, ça ne me dérangerait pas de le faire parce qu'à la base, avant d'être slammer, j'étais écrivain. Donc, je suis écrivain. et le fait, comme tu as dit, de se mettre dans la peau d'un autre, d'écrire pour l'autre, comment trouver les mots justes? Il faut bien échanger d'abord avec celui qui veut interpréter la chanson. C'est la clé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une chanson, si elle ne te parle pas, tu ne peux pas l'interpréter de la même manière. Si une chanson te parle, bah forcément, la façon d'interpréter la chanson sera différente. Définitivement. Parce que tu vivras ton texte. Donc à ce moment-là, en tant que parolier, tu ne veux pas juste faire un beau texte. Ouais. Tu veux faire un texte qui plaît à l'interprète. À ce moment-là, il faut bien échanger avec lui. Il ne faut pas hésiter à le déranger. Ouais. Tu es sûr que tu veux ça? Donc il faut vraiment y aller. Et je pense que c'est là que tu auras un texte qui plaira à son interprète. Et qui rejoignent l'identité. Et qui rejoint son identité avant tout. Ouais. Parce que je pense qu'on ne change pas des choses de la même manière quand on les ressent ou quand on se force à le faire. Donc on emprunte une fraction de son âme qu'on le rend après. C'est ça, exactement. Si tu es poète quelque part. Ah, mes heures perdues. Le slam, de longues années de pratique ou un don inné? Je n'aurais pas la pédanterie de dire un don inné, mais je te dirais en tout cas que c'est très récent pour moi le slam. Ouais. C'est très récent. Est-ce que le slam t'a permis de mieux te découvrir aussi? Ouais, énormément. Énormément. Le slam, c'est pas que ça m'a donné confiance en moi, non. Je suis quelqu'un, j'ai toujours eu confiance en moi. Mais le slam m'a permis de me dire, finalement, je peux faire plus que de la poésie avec mes textes. Ouais. Donc ça m'a permis en fait d'ouvrir d'autres horizons. Et ça m'a fait plaisir de voir les retours en fait que j'ai eus. Voilà. Et de donner une autre dimension à des écrits qui peuvent être consommés d'une autre façon. Exactement, exactement. Et bon, j'allais te dire de me parler un peu des collaborations avec des artistes mauriciens. Est-ce que, oui, tu peux en parler? Non, je ne peux pas en parler. Non, ça je peux en parler parce que j'ai collaboré avec eux et c'est quelque chose qui a été fait au grand jour. Ouais. Par exemple, j'enregistre chez Richard 1. Ouais. Richard 1 qui aujourd'hui enregistre pour Black Ayo, Hans Naena, donc j'ai envie de dire des artistes assez reconnus à Maurice. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Mon ami et pianiste Emmanuel Léopold, Manu Keys, c'est un frère et aujourd'hui c'est lui qui a composé 80% des chansons au niveau du piano. Ok. Et il est super talentueux. J'ai aussi Mathieu et Shane à la basse, Mathieu à la batterie. Et voilà, après j'ai Antonio Rebonja, mais qui lui n'est pas mauricien. Et tu as collaboré avec des gens autour du monde. Est-ce qu'il y a une différence un peu dans le vibe avec les musiciens, les techniciens mauriciens? Mais carrément. Alors là, je ne le dis pas pour la forme. C'est pas le cliché tropical. Ah non, c'est pas ça, c'est que les Mauriciens sont super talentueux. Les artistes mauriciens que j'ai rencontrés, et franchement, je ne sais pas si c'est la chance que j'ai eue, mais c'est incroyable à quel point le Mauricien s'adapte. Ouais. Facilement. Il y a cette façon de percuter un petit peu ce qu'on veut tout de suite et qui ressort. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes super talentueux à Maurice et j'espère que la lumière pourra être mise un peu plus au grand jour sur ces artistes-là parce que j'ai vraiment été bluffé par les compétences de ces gens-là. Ok. Voilà, les artistes mauriciens. On dit aussi que ce côté, que les Mauriciens ont, pas ce talent, mais cette habilité de s'adapter des fois, vient de ce mélange d'origines, de ces plusieurs origines des gens qui vivent à Maurice, parce que on a un bout d'Afrique, un bout d'Asie, un bout d'Europe. Et on dit que le Mauricien n'a pas une identité propre et que le Mauricien, de base, emprunte un peu de toutes ses origines pour en faire un truc un peu, un satini, comme on dit, un chutney de ces différentes origines. Et c'est ce qui fait que ces petits bouts de mélange permettent de connaître un petit bout dans tous ces recoins du monde et de s'adapter à ces différentes situations. Est-ce que tu as trouvé un peu ce côté-là avec... Là, ça revient à ce qu'on disait un petit peu au départ, c'est l'ouverture d'esprit sur les cultures, le multiculturel qui ramène sur une identité fondamentale. Mais en fait, ce que j'ai retrouvé à Maurice, c'est qu'il y a une richesse
au niveau local. Ça, c'est une certitude. Quand on vit à Maurice, on comprend très vite que le Mauricien peut avoir peut-être plusieurs visions. Et je trouve que c'est une richesse quand même, parce que pour une petite île comme ça, avoir la possibilité de ne pas avoir des gens bornés sur des dogmes précises, c'est vrai. C'est au contraire une richesse, parce que je ne m'entends pas avec celui de gauche, forcément je m'entendrai avec celui de droite. Définitivement. Donc, il y a plusieurs ouvertures. Moi je pense que c'est carrément une richesse. Ouais, c'est carrément une richesse. Une richesse qui reste qui reste pas, mais qu'on doit exploiter et exposer. Ça fera un beau produit fini, même dans n'importe quelle forme d'art, que ce soit la peinture ou l'écriture ou le chant. Je retourne à quelque chose. Tu as commencé par l'écriture, par la poésie. Et dans tes textes, tu parles plus d'une chose précise, ou ça dépend de l'humeur, ça dépend de... si j'ai envie de vider ta tête par rapport à un sujet précis. C'est quoi ton procédé? Honnêtement, quand j'écris, des fois, c'est pas que j'ai l'impression d'être possédé, mais c'est que ça sort d'un trait. En général, je peux te faire 15-20 minutes devant un papier, j'arrive pas à écrire, mais quand ça sort d'un coup. Et le thème est souvent choisi selon l'humeur du jour, mais toujours selon, comme je t'ai dit au départ, un vécu. Mais j'ai pas de but précis. C'est vrai que mes premiers textes étaient assez érotiques. Je t'ai reconnu pour avoir des textes assez érotiques. Donc, mais toujours dans la poésie, bien sûr. Et puis avec le temps, ma plume a gagné un petit peu de maturité, donc plus de subtilité, plus de mots recherchés, de métaphores. Mais j'écris vraiment surtout sur l'amour. J'écris beaucoup sur les femmes. Je fais beaucoup de métaphores entre la femme. J'ai pas de sujet précis, mais je parle beaucoup du temps, de la vie, de l'amour. Et voilà. Donc j'ai pas de sujet vraiment précis, je vais un peu dans tous les sens tant qu'on est dans l'art de la poésie. Et comme tu me dis, tes textes comprenaient beaucoup d'érotisme au début. Est-ce que le slam aussi rejoint ça sur le fait d'aider à parler des tabous? Est-ce une façon de mettre en lumière certains sujets sensibles, à normaliser certaines choses? C'est une forme de dénonciation. Je trouve qu'aujourd'hui, dénoncer, c'est une arme. Maintenant, il faut savoir quoi dénoncer. Est-ce qu'on dénonce pour dire qu'on dénonce, ou bien on dénonce des réelles sources qu'on a envie de dénoncer. Par exemple, moi j'ai un texte qui s'appelle Humanité. Humanité, c'est un texte qui aujourd'hui parle justement, qui dénonce des gens super talentueux qui ne sont pas mis au devant de la scène. Ah oui. Oui, donc la première phrase dit « Je me demande ce qu'il y a de pire, un simplet qui réussit ou un génie qu'on laisse croupir ». Et là, en fait, je parle un petit peu justement du fait qu'aujourd'hui, j'ai écrit ce texte-là, j'étais à la maison, je regardais les victoires de la musique en France. Et j'ai vu un petit peu le calibre des gens qui gagnaient. Et je ne suis pas là pour les critiquer, bien sûr, mais j'ai écouté un petit peu le fond des textes. Et ça m'a révolté quand je vois aujourd'hui des gens super talentueux avec des textes, j'ai envie de dire, astronomiques, qui aujourd'hui ne sont même pas mis en lumière. On se dit, mais en fait, on fait quoi? On vit dans un monde commercial ou on vit dans un monde où le talent est vraiment reconnu? Donc, je me suis servi de cet art qu'est le slam pour écrire Humanité et dénoncer un petit peu ça. Donc, oui, on peut dénoncer à travers le slam plus facilement qu'à travers la poésie parce qu'on a plus d'auditeurs. Voilà. Et c'est une véritable injustice. Moi, c'est un peu le même constat que j'ai eu quand je vois des artistes. On va parler que de la rémunération, mais quand on voit des artistes qui éclatent autour du monde, qui se font des millions et des millions, mais avec une substance assez réduite et qui ne jouent que par un peu cette culture populaire. Alors qu'on voit des artistes qui ont un travail d'écriture derrière, un travail mélodique, et qui proposent quelque chose d'intime, qui partagent leur intimité et qui font voyager, mais qui ne sont pas reconnus dans ce sens. Et c'est un peu ce que tu dis. C'est parce que malheureusement aujourd'hui, l'argent est devenu le dieu de beaucoup de monde. Et dans le monde musical aujourd'hui, on reste dans un domaine de business. Et c'est une industrie. C'est une industrie, exactement. C'est l'industrie musicale, qui va faire le plus d'entrées. Et puis, c'est pas forcément les textes les plus talentueux qu'on va voir au grand jour. Donc c'est celui qui vend le plus. C'est celui qui vend le plus. On parle souvent du slam comme étant une culture urbaine, tout comme le hip-hop. Es-tu d'accord avec? Es-tu contre? Est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Ou ça reste quand même la forme d'expression comme une autre, quoi?
c'est une forme d'expression comme une autre, mais c'est à la fois une culture urbaine, c'est vrai. Ça a démarré comme ça. Ouais. Comme on dit, les poètes du bitume. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où le slam s'est fait connaître grâce au café-théâtre, où il y avait des échanges généralement urbains, j'ai envie de dire, de personnes qui voulaient aujourd'hui se mêler à la poésie, mais tout en restant, j'ai envie de dire, dans le moment. Quoi, Parce que la poésie, généralement, quand on parle de poésie, on a l'impression qu'il faut qu'on revienne loin derrière, il faut qu'on revienne sur du Baudelaire, il faut qu'on revienne sur de l'Apollinaire et tout. Pas forcément. Pas forcément, mais généralement, les gens ont plus l'impression que le slam, c'est la porte d'ouverture de la poésie à la jeunesse. Ouais. C'est l'accessibilité à la poésie, dans l'esprit de beaucoup. Ouais. Voilà. Donc c'est la poésie modernisée, en fait. Exactement. Et quand on voit certains textes issus du rap français, j'ai envie de dire, aujourd'hui, moi je pense en l'occurrence à Youssoupha, qui a de très beaux textes. Ouais. Même La Fouine, hein, dans son genre à lui, je me souviens d'une ligne qui était la prison et la dot quand la rue choisit de t'épouser. Là, ce genre de texte qu'on retrouve pas souvent dans le rap, qui ont une profondeur, qui ont cet aspect, cette substance, et qui te fait réfléchir. Et aujourd'hui, de se dire que voilà, on repart de Youssoupha qui a un travail d'écriture formidable. C'est Côte d'Ivoire d'ailleurs. Ouais, voilà. Et qui fait du rap, et quand on écoute, c'est pas que des bla bla bla, tu vois. Ouais, je comprends. Et ça enchante. Ça enchante. Mais il y a un travail de recherche derrière, et le texte est pesé. Ouais. Bien sûr. Moi, je suis un fan d'Ayam en passant. On bouge un peu sur Obala l'écrivain, ouais. Reda l'écrivain, la révolution de l'éveil. On sent un peu cette pesanteur, si tu veux, spirituelle dans ce livre. Et naturellement, je pense tout de suite que tu as ta dimension spirituelle, que quelque part tu as ton point d'ancrage aussi dans la spiritualité. Parle-nous-en. Déjà, la révolution de l'éveil, ça a été mon 3e livre, je l'ai écrit au Qatar. Je l'ai écrit après une prise de conscience importante. Je pense qu'en fait, Confucius a dit l'homme a 2 vies. La seconde commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Ah. Et c'est vraiment important, je pense, la dimension spirituelle dans la vie d'un homme. Je pense qu'aujourd'hui, on néglige énormément cet aspect parce qu'on vit dans un monde où on est trop occupé à faire comme tout le monde. Je pense que Einstein disait celui qui connaît un peu de science s'éloigne de Dieu. Celui qui connaît beaucoup de science reconnaît qu'il y a un Dieu. Ça veut dire que pour moi, je suis convaincu, après ce sont mes convictions personnelles, naturellement. Voilà, que la spiritualité et la religion n'ont aucune différence. Sauf que généralement, de plus en plus de nos jours, on essaie de nous faire croire que la spiritualité peut être séparée de la religion. Alors qu'à ce moment-là, on se perdrait. Parce qu'on va aller dans un grand terrain dans lequel on n'a aucun support. Et en essayant de faire sa propre découverte spirituelle, on risque de faire un peu n'importe quoi. Donc j'ai mes propres convictions qui sont miennes. Et oui, la révolution de l'éveil, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spiritualité dedans, mais c'est surtout une invite au lecteur de prendre conscience de l'importance de s'aimer soi-même. Parce que si on ne s'aime pas soi-même au départ, je me demande qui le fera vraiment. Donc c'est vraiment une invite à l'éveil. Et l'éveil, je pense que ça commence par l'amour de soi. Ouais. Donc ce livre-là parle surtout du fait qu'il faut savoir savourer chaque instant de la vie en n'oubliant pas l'importance que notre première histoire d'amour commence avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Voilà. C'est la clé, l'amour de soi, je pense que c'est ce qui donne aux autres l'envie de nous aimer. Oui, comment quelqu'un peut nous aimer si nous-mêmes on ne s'aime pas? Exactement. On bouge sur les rimes crues de la vie. Oui. Et moi, il y a ce qui m'a plu, c'est ce passage. C'est la vie a su me rendre coquin, jaloux, heureux ou malheureux, amoureux ou haineux. Elle m'a dompté, elle m'a élevé bien haut avant de me faire tomber si bas. Elle m'a fait tendre la main, celle qui a composé mes plus grands écrits de fierté. Et ça, c'est un passage, je pense, où beaucoup de gens se retrouvent. Parce que c'est... Tu m'impressionnes, là. Je ne savais pas que tu avais fait des recherches. Oui, il faut bien. Non, parce que pour moi, ça résume la vie. Ça résume la vie tout simplement. Parce qu'on a nos moments hauts, nos moments bas, nos moments de fierté, nos moments de déception. Et à la fin, on se retrouve tous sur ce même tracé. Et on reconnaît on voit qu'on a
qu'on rencontre les mêmes obstacles. Tu vois, ça revient Exactement. à ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour beaucoup, le vécu devient une arme, un rocher, un mécanisme qui dirige l'inspiration. Quoi d'autre apporte ce vécu à ta vie d'artiste? Je pense qu'aujourd'hui, elle m'apporte beaucoup de sincérité. Ouais. Et c'est super important d'être sincère. Parce que quand tu n'es pas sincère dans ce que tu dis, ça s'entend. Ça s'entend profondément. Tout ce que j'ai eu à écrire, comme je t'ai dit, ce sont des choses que j'ai eu à vivre. Ouais. Mais je pense que ce vécu, je dois tout à ce vécu. Parce que sans ce vécu, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. Donc quelque part, j'ai envie de dire que la sincérité, pour faire court, la sincérité. Qui vient aussi rajouter à l'authenticité, je suppose. L'authenticité, parce que même si on a un vécu commun, l'authenticité propre à soi, c'est la façon de le dire après. Et donc, je t'appelle Rida, c'est ton prénom. Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et que tu aimerais partager, utiliser un peu ce podcast comme plateforme pour passer un petit message et un sujet qui tient à cœur, voilà, tout simplement, en ce moment? Oui, moi j'aimerais bien profiter de ce podcast peut-être pour dire aux gens que dans la vie, il y a des camions, voilà. Et que dans la vie, il faut toujours essayer de faire ce qui te passionne. Parce que même de la vie, on ne se sort pas vivant. Donc je pense que c'est important que les gens ne se prennent pas trop au sérieux et ne prennent pas la vie trop au sérieux. C'est super important de croire en ce qu'on aime, en ce qu'on fait et de se donner les moyens de le faire. Même si on a 1000 raisons des fois d'abandonner, il faut en trouver 2000 d'aller au bout. Parce que des fois on aime bien penser sécurité en se disant bon, j'aurais bien aimé le faire mais c'est pas pour moi. Non, mais si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Donc moi j'encourage tous les artistes, tous les jeunes artistes ou ceux qui ont ce côté artistique en eux mais qui n'osent pas. Je profite de ce podcast pour les encourager à aller à la rencontre de leur propre personne. Ouais. Parce que je pense que si au fond de nous on est animé par cette flamme-là, c'est juste une invite à aller à la rencontre de soi. Et il faut tenter, il faut y aller. Donc voilà, parce que la vie passe assez vite, je pense. Très vite. Des projets futurs pour Reda? Oui, des projets futurs. Déjà, s'il n'y avait pas le confinement, on serait peut-être en petite promotion en métropole parisienne. Ouais. Le Canada également, parce que j'ai la chance de collaborer dans certains de mes vidéoclips avec une amie d'enfance qui est assez connue aujourd'hui au Canada au niveau musical, dans le domaine de la danse. Ouais. Elle a gagné Révolution. Révolution, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme The Voice, mais au niveau de la danse. Et donc, je collabore avec elle et j'ai pas mal d'invites grâce à elle sur le Canada qui aimeraient bien découvrir mon travail. Donc oui, maintenant, c'est le côté promotionnel qui arrive. Il y a des projets en cours. Mais on attend juste que la situation mondiale, j'ai envie de dire, se débloque afin de nous permettre de pouvoir aller à la rencontre du public. On croise les doigts. Ouais. Très fort même. Allez, on les croise. L'écriture, le partager l'écriture justement. Est-ce que ça t'est venu dans l'idée de peut-être organiser des ateliers d'écriture où tu pourrais aider des gens qui peut-être ont envie, qui peut-être le font, mais qui ont besoin d'un petit peu d'orientation, si tu veux, un petit coup de pouce pour se retrouver? C'est déjà en cours là actuellement. J'ai eu à rencontrer certaines personnes du centre de l'Institut français de Maurice. Ouais. Et on aimerait bien justement créer des ateliers d'écriture pour la rentrée. Et juste pour la petite anecdote, mon livre Les condoléances de l'innocence, qui est mon dernier livre à ce jour, paru en tout cas, est utilisé à l'université de Bordeaux actuellement pour dans le domaine des langues. Et je pense que je vais proposer également ce livre-là à l'Institut français de Maurice pour les ateliers d'écriture, de poésie. Là actuellement, je suis également, parce que là je reviens à la question précédente, en même temps je fais une fusion des deux, je suis en train de passer donc le concours pour aller en Coupe du Monde de Slam. Je suis arrivé comme un premier à Maurice en termes de régional pour le moment. Et là je passe au national donc le 20 août. Et si ça va, je pourrais représenter peut-être, si le jury m'accorde cette chance, Maurice à la Coupe du Monde de Slam en France l'année prochaine. Ça serait
Génial, vraiment, parce que voilà, ça me donnerait mon passeport mauricien tout de suite. Là. Ouais. C'est un petit peu un rêve de beaucoup de gens. Il y en a qui voient un peu ce pays, qu'ils voient eux sur des cartes postales et d'être là. Il y a beaucoup d'étrangers qui disent que voilà, on a la chance d'être là, c'est un cadeau d'être là parce que des fois, quand ils se retrouvent dans ces jungles urbaines à l'étranger et quand ils voient ces cartes postales, ils disent ah, qu'est-ce que j'aimerais. C'est vrai. Et ceux qui ont la chance d'être là, ah, qu'est-ce que je suis chanceux. C'est un beau pays, c'est un très beau pays. Très très beau. Reda spirituel, on en a parlé. Est-ce que Reda aurait une réincarnation rêvée si tu devais avoir une deuxième chance à la vie? Ouais. Tu te réincarnerais en quoi? En qui? Alors ça, c'est une question à laquelle je pense que si je réponds après le travail spirituel que j'ai eu à faire sur moi, je dirais que j'aimerais bien me réincarner en moi. Avec la connaissance peut-être que j'ai aujourd'hui, afin de ne plus refaire certaines erreurs. J'aimerais pas être quelqu'un d'autre parce que je ne sais être que moi. Voilà. Et aujourd'hui, le travail de spirituel, le cheminement spirituel que j'ai eu à composer, à faire dans ma vie, c'est de ne pas chercher à être uniquement moi, mais à être tous les autres. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de réaliser que on peut être dans un corps et être beaucoup de choses à la fois. Et que malheureusement, on se limite à être ce qu'on pense être. Voilà, je n'ai pas envie de perdre trop les gens, donc je vais essayer de le faire un peu simplement. On se limite à être ce qu'on pense être, alors qu'on n'est pas ce qu'on pense être. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est créé une image, une identité propre à nous dans notre tête. Préconçue, mais qui en fait, on n'a même pas choisi. On ne se rend même pas compte de ça. Et on s'impose une restriction. Exactement. Et ça, c'est là la plus grande erreur des êtres humains aujourd'hui. Je ne suis pas du matin, je ne suis pas du soir, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Et à force de se créer ça, on se limite à être dans un verre d'eau, alors que la vie nous offre les possibilités d'un océan. Donc, se réincarner en quelqu'un, comme tu dis, si je n'ai pas cette connaissance spirituelle, ce serait pour moi être dans un verre toujours. Donc je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, j'aimerais juste être moi, mais avec la connaissance que j'ai eu à acquérir pendant ces années-là. En gros. Je t'aurais pas dit un pigeon peut-être parce que certains auraient répondu peut-être un pigeon ou un aigle ou non, voilà. Pour se venger de certaines personnes. Ouais, voilà, exactement, non. Ah là là. Par contre, j'ai déjà posé cette question à une autre personne et cette personne m'avait dit un raton laveur. Un raton laveur. Mais pourquoi? Vous l'avez fait filmer avant de rentrer? Non, je rigole. Qui sait? Et j'aimerais te parler un peu de ta phrase fétiche, si j'ose l'appeler comme ça. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut mourir. Ça a tellement de sens, tellement de poids. Et j'ai envie que tu m'expliques, toi, pourquoi cette phrase? Alors déjà, c'est super important en tant qu'auteur, le respect de l'auteur. Moi, dans mes livres Les Condoléances de l'innocence, j'ai 450 citations. Ce n'est pas les citations qui manquent, mais cette citation n'est pas de moi. Donc je tiens vraiment à le préciser en tant que respect d'auteur. Donc si vous voulez des citations, ce n'est pas ce qui manque à mon niveau, mais cette citation, je l'aime beaucoup. Je l'ai dite dans une de mes interviews. Et je ne savais pas qu'elle allait faire d'ailleurs le gros titre de l'interview. Et je ne pouvais pas rappeler derrière la personne pour lui dire « Mais attention, cette partie n'est pas de moi, le respect de l'auteur l'impose. » Alors ce texte-là, cette citation veut dire énormément de choses parce qu'on veut des fois des retombées, mais on n'est pas prêt à aller à la guerre pour les avoir. Et ça revient exactement à ce que je t'ai dit tout à l'heure en te disant « J'encourage tout le monde à se battre pour arriver à ses objectifs. » Parce que généralement, on veut la gloire, mais on veut pas, comme disait Booba, allez, on va aller dans le rap, j'ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi. Easy. Et voilà, easy, exactement. Mais c'est pas faux. C'est-à-dire que quelque part, toute récompense demande un sacrifice au préalable. Et généralement, on veut les récompenses, mais on hésite plutôt à prendre le chemin épineux. Donc on veut manger sans perdre du poids. Voilà. En perdant du poids, sans gagner de poids, voilà. C'est ça. Je me suis perdu, voilà. Reda écrivain, Reda slammer, où trouver tes œuvres, que ce soit audio ou écrit? Alors, concernant les livres, tu n'as qu'à taper sur Google Reda Obala et tu verras qu'il y a 3000 sites web en ligne quand même. Parce que mon éditeur, j'ai la chance de travailler avec la maison Edilivre Paris et la maison du Panthéon de Paris qui sont mes éditeurs. Et donc, on a des partenariats avec le groupe Hachette, Fnac, Amazon. Donc, on est vraiment partout en ligne. Et livraison à domicile ou dans plusieurs pharmacies.
Pharmacie. Plusieurs librairies, pardon. La lecture est un médicament aussi. Gardons-la parce qu'elle est naturelle. Et non, donc plusieurs librairies. Ça dépend après des commandes faites par les libraires eux-mêmes. Mais sinon, facilement en ligne, partout. Et vous pouvez vous faire livrer. L'album se retrouve sur toutes les plateformes de streaming musical en ligne. Donc je passe à iTunes, Apple, Deezer, Spotify, voilà, donc vraiment toutes les plateformes musicales en ligne. Et voilà, ça c'est pour l'album. Sympa. Reda, Moods. Moods est aussi un génie qui exauce les vœux, ou qui essaye. D'accord. Et si Reda avait un vœu à demander à Moods d'exaucer, ça aurait été quoi? C'est la question, ça. C'est la question. Et il y a les gourmands qui arrivent. Bah, je veux d'avoir encore des vœux. Ah ouais. Alors, si Moods, dans le domaine du possible, peut m'aider à rencontrer le public mauricien. Ouais. Parce que déjà, je pense qu'il faut commencer là où on est. Et que aller à la rencontre du public mauricien, je dirais. Mais mon rêve, si tu veux, c'est de faire un Olympia. Ah. Ça c'est un de mes rêves. C'est de faire au moins une fois un Olympia. Donc si Moods peut se mettre au travail et m'aider à commencer par le public mauricien et arriver à l'Olympia. Écoute, à cœur vaillant, rien d'impossible. Rien d'impossible. Exact. Reda Obala, merci d'avoir été avec nous dans Moods Talk. On rappelle à tous nos auditeurs que nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes de streaming préférées, Spotify, iTunes, Google Podcast, ainsi que sur notre site moods.mu. Et surtout, n'oubliez pas, gardez un bon mood. Exactement. Merci à vous en tout cas, merci à tous. Bye bye.